Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Alors, on va aborder différents thèmes, du sérieux, du moins sérieux. Vous allez voir tout d'abord du sérieux avec Serge Papin. Bonjour. Bonjour. Serge Papin, on vous connaît parce que vous êtes l'ancien PDG, on va dire ancien, ex, je ne sais pas, PDG du groupe coopératif Système U. On va décrypter avec vous un peu ce qui s'est passé au travers de la loi alimentation. Juste en face de moi, Thomas Pitrel et Victor Legrand. Bonjour. Victor et Thomas, Bonjour. vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle Tournée Générale aux éditions Flammarion. Un livre qui dit quoi sur le vin? Alors, on parle pas seulement de vin, on parle aussi des autres alcools en général. France. Mais en gros, on est parti de la thèse que la place du vin et des autres alcools dans la société française racontait quelque chose sur l'évolution de la société et sur la France. Et donc toute la thèse du livre est de raconter un peu ça, quoi. Au travers de 10 témoignages et notamment des interviews de Thierry Ardisson notamment et Joe Star. Ouais. C'est bien ça. Et juste à ma gauche, donc, Cyril Arnaud, qui est hypnotiseur. Et vous allez voir une séance d'hypnose en direct ici, durant l'émission. Serge Papin, on a reçu énormément de monde sur ce plateau durant toute cette semaine du Salon de l'Agriculture. Le député qui était à l'origine, Jean-Baptiste Moreau, qui était à l'origine de la loi sur l'alimentation. Et vous-même, Qui était le porte-parole de la commission. C'est pas lui qui était à l'origine. Il n'était pas à l'origine? Il était porte-parole des conclusions. Des conclusions, des États rapporteur, généraux, on va dire. rapporteur, et il a proposé le texte de loi. Mais les États généraux, ce sont des ateliers qui ont fait les propositions. Et vous en avez fait partie justement de ces J'étais états président généraux. de l'atelier 5 qui a proposé les ordonnances et le changement de dispositif contractuel pour faire en sorte que les prix agricoles soient relevés et que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Alors on a eu des distributeurs, on a eu des coopératives, on a eu les différents maillons. Et ce qui est ressorti, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment. Il manque quand même une loi qui soit coercitive pour faire que la grande distribution que vous connaissez bien applique donc justement ce qui lui est demandé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux lectures à tout. Moi, j'ai une lecture plus optimiste. D'ailleurs, je pense que les choses sont en train de basculer. Alors que tous les Cassandres, à la fin des propositions des EGA, disaient ça va servir à rien. Bon, regardez, le lait est concerné, puisque les signatures de la distribution vont permettre d'augmenter sensiblement le prix payé en production. On parle de 35 centimes, alors qu'il était de 31 centimes l'année dernière. Ce qui veut dire que le lait ne peut pas rester seul après. Il va servir d'exemple et de modèle. Et je pense que ce qui vaut en termes d'engagement pour le lait vaudra aussi pour les autres matières premières. Le bœuf, c'est en route aussi, me semble-t-il. Le porc et puis toutes les autres matières premières devraient suivre. Donc on assiste là au début d'un changement où le prix prédateur est en train de laisser sa place à un prix responsable, que tous les acteurs de la filière, et les distributeurs évidemment, doivent être, comme dirait l'autre, les premiers de cordée dans ce domaine de responsabilité. Et je pense qu'on assiste là à une inversion des choses. Alors évidemment, il y a encore du temps, il faut avoir l'humilité, du temps, mais c'est quand même pas rien qu'on assiste à ce changement et que le rapport de force qui prévalait est en train de laisser sa place à une forme de réconciliation. Mais vous avez raison, sur le lait ça fonctionnait, sur le reste on peut dire ça va fonctionner peut-être. Si le lait marche, le reste devrait suivre peut-être. La théorie du ruissellement, vous y croyez vraiment, le fait que ça va remonter sur la filière? Ça permet d'avoir une équité. C'était pas normal que les produits les plus connus soient subventionnés, en gros, que le Nutella soit subventionné par le prix des pommes. Il fallait sortir de cette péréquation infernale où les distributeurs vendent à prix coûtant les produits les plus connus parce qu'ils sont dans les comparateurs de prix. Donc dans ces cas-là, ils se battent et ils se refont la marge sur les produits moins connus. Donc ce qui était complètement injuste pour les produits de première transformation, les produits agricoles, déjà on sort de cette péréquation puisque ce qu'on appelle le seuil de revente à perte remonte, on n'a pas le droit de vendre un produit maintenant dans ce pays en dessous 10% de marge. Donc la valeur dégagée, ça va être surveillé, doit servir à mieux rémunérer les paysans. On a les moyens de le faire. Maintenant, il faut que la DGCCRF, il faut que les services de l'État, qui l'ont dit puisque cette loi va être observée pendant 2 ans, les choses sont enclenchées avec le lait. Là aussi,
soyons optimistes et regardons. On disait que rien n'allait marcher. Bon. Déjà, il y a des choses qui marchent. Soyons optimistes. Même Michel Biérot, le patron de Lidl, que vous connaissez bien, Oui. il dit, je ne fais pas confiance aux intermédiaires. Je préfère donner un chèque de plusieurs millions directement aux éleveurs parce que j'ai l'impression que ça ne va pas remonter. On peut très bien, attendez, évidemment ça s'appelle faire un pas de côté, mais on peut très bien, au moment de la signature des accords, détourer le prix de la matière première et au moment des accords, s'entendre avec un grand transformateur, Lactalis, Bell ou je ne sais qui, et dire, eh ben oui, dans cet accord, le prix payé aux agriculteurs de la matière première, on va le sacraliser, si je puis dire, et il sera payé au moins tant. Alors il faut faire attention à ce que ça ne soit pas de l'entente. Donc il faut que ça soit une initiative qui soit prise par la partie prenante la plus importante, donc les distributeurs. Donc on peut le faire. Et évidemment, on peut chercher des prétextes à ne rien faire et à ne pas bouger. Je rappelle qu'un distributeur d'une couleur bleue a dit que les prix allaient augmenter de 10% à cause des Egalim. Monsieur Leclerc, je crois, non? Voilà, eh bien c'était un menteur, puisqu'on s'aperçoit finalement que l'augmentation du SRP ne génère pas, parce qu'il s'agit de 2000 produits qui vont un petit peu bouger sur 15 ou 20 000 qui sont commercialisés. Et quand on dilue un peu les choses, ça veut dire qu'il pourra y avoir une petite augmentation, mais très faible. Mais que si cette augmentation permet de sauver les filières agricoles, c'est formidable. Et avec une commercialisation, à ce moment-là, des produits d'une qualité aussi meilleure. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Thomas, je sais que ce n'est pas votre sujet, mais peut-être, ou Victor, vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous suivez, vous êtes journaliste sur Science Society, un peu ces questions ou pas du tout? Alors c'est marrant parce qu'on en parlait un peu juste avant l'émission. On disait qu'on allait peut-être commencer à traiter un peu cette question de la grande distribution, notamment dans Society. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait pour le moment. Par contre, dans le livre, on en parle un peu. On parle de l'impact de la grande distribution aussi, que ce soit sur les viticulteurs, aussi sur l'environnement, sur ce qui se passe autour et sur le petit commerce, etc. Après, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment allé dans la question des intermédiaires, des distributeurs, etc. C'est pas quelque chose qu'on a énormément traité, ni dans le livre, ni dans le magazine. Victor? Dans un chapitre du livre, je rappelle que le principe du livre, c'est de faire un portrait de la France par le prisme de l'alcool. Et on s'est intéressé à la start-upisation de la société, donc on a fait start-up et alcool. Et on se rend compte que dans les grandes distributions, il y a plein de start-up qui sont en train de se monter pour conseiller. Par exemple, au niveau des rayons vin, il y a des applications qui se créent dans les grandes distributions pour conseiller. Je ne sais pas si Monsieur Papin ça. Si, mais les œnologues, enfin, je sais pas si on les appelle comme digitaux, ça, on voilà, va appeler ça comme ça. et y compris physique en magasin, c'est que pour lutter contre la digitalisation, lutter contre Amazon, on réartisanalise les magasins. Il y a des bons bouchers, des bons boulangers et des cavistes qui connaissent bien le vin et qui permettent aux gens qui font leurs courses d'avoir un conseil avisé en matière de vin. Et ça, moi, j'ai encore un magasin à la Châtaigneraie en Vendée. Et il y a un œnologue qui est là tous les week-ends. Et il a beaucoup de fidèles qui viennent et à qui il donne des cours même, je dirais, alors rapides, mais sur le vin. Et il fait progresser la connaissance du vin. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont en route. Alors ne croyez pas que je me désintéresse de ceux que vous évoquez, mais j'ai un agriculteur qui souhaite réagir. Hervé Pomereau, comment vous réagissez par rapport au rôle de la distribution? Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Quand je vais à Carrefour et que je vois des panneaux où on me dit, je ne sais plus quelle est la formule, concernant les produits controversés. Donc qu'est-ce qu'on sous-entend par produits controversés? Aujourd'hui, on a une agriculture extrêmement sûre. On utilise des produits homologués. On contrôle les niveaux de résidus. On est loin des problèmes toxicologiques et toutes les histoires et toutes les fabulations qu'on nous raconte. Les fruits et légumes qu'on mange, produits en France, sont d'excellente qualité. Qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et la seconde chose qui m'interpelle, c'est ce discours sur les Egalim. Aujourd'hui, on a un grand volume de notre production agricole et pas destiné à la consommation française. Alors certes, le lait, vous l'avez dit, c'est juste. Certes, pour la viande, je veux bien, pour les œufs peut-être, mais une grande partie de nos productions agricoles sont destinées soit à la transformation, soit à l'export.
Et on ne joue pas du tout sur les prix. Moi, je produis des pommes de terre. Les mauvaises années, je sors des pommes de terre à 50 € la tonne, 5 centimes le kilo. Et je les retrouve dans la grande distribution à 2 € le kilo. Je vous avoue que là, il y a quand même un souci. Donc il y a ces deux points-là qui quand même m'interpellent et j'ai bien l'impression qu'on nous raconte un petit peu la messe. Et puis le troisième point qui me fait question, c'est quand j'entends, j'arrête au troisième point. Troisième point, c'est quand on me casse la tête avec le glyphosate. On nous dit qu'il faut arrêter le glyphosate. Le glyphosate, c'est une molécule qui est utilisée depuis 40 ans, que toutes les agences françaises et internationales ont bien validé le fait qu'elle était non nocive pour la santé, au même niveau de risque cancérigène que la viande rouge. Alors qu'on arrête un petit peu. Et quand c'est relayé avec des mauvaises pubs comme celle de Carrefour, pour faire la boucle avec ce que j'ai tout à l'heure, moi ça m'interpelle. Hervé, on vous arrête pas. Rapidement, mais les substances controversées, on a précédé Carrefour, parce que U a été le premier à dire qu'il avait enlevé les substances controversées. C'est pas uniquement que c'est pas des produits. C'est par exemple du dioxyne de titane, c'est du bisphénol, du parabène, de l'huile de palme, par exemple, parce que l'huile de palme, bon, on trouvait pas ça intéressant. Et c'est quand même bien quand le sucre, on a arrêté nous l'aspartame, parce que c'est du sucre chimique. Chacun, ça fait partie aussi de valeurs qui sont portées. Et que si on peut, à partir du moment où on a un doute sur un ingrédient, je peux vous dire que les ingrédients dont je viens de parler, il y a un vrai doute dessus. Et si on peut faire en s'en passant, c'est quand même mieux. Vous voyez, donc le fait d'aller vers du consommer mieux et plutôt que du consommer plus, et faire en sorte qu'on aille vers, comment dirais-je, une agriculture qui réconcilie, une production qui réconcilie vraiment avec l'environnement, avec la santé, parce qu'il y a des inconvénients quand même, malgré tout, sans jeter la pierre ou montrer tout du doigt. Ça vaut le coup de s'y intéresser quand même, je vous assure. Thomas, Victor, au travers de ce livre, vous avez été à la rencontre de ceux qui le boivent, ces alcools, le vin, les alcools forts, etc. Est-ce qu'ils le produisent? Quel est le sentiment que vous ressentez par rapport à la remise en cause toujours de l'alcool? Sur la remise en cause par rapport à la santé, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce que vous dites. Je pense que la filière du vin se sent un peu attaquée par rapport à ça. Après, le fait est que quand il y a des études qui sortent et qui disent qu'il y a 41 000 morts par an à cause de l'alcool, on ne peut pas dire que c'est uniquement à cause des alcools durs, à cause de la vodka de mauvaise qualité, etc. Il y a aussi des gens qui boivent du vin dedans. Donc c'est particulier. Et le problème qu'il y a, à mon avis, et qui ressort du livre à la fin, c'est qu'en France, on a une relation extrêmement forte à pas mal d'alcool, que ce soit au vin, mais au cognac, même à la bière aujourd'hui, et à d'autres alcools forts. Et pourtant, on n'en parle jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la filière vin qui a l'impression d'être attaquée justement en permanence sur la question de la santé, mais de l'autre côté, il y a aussi les médecins, les addictologues, etc., qui ont l'impression, et ils n'ont pas totalement tort, que les pouvoirs publics ne font rien pour remédier à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts tous les ans quand même à cause de l'alcool, et autant sur la cigarette il y a des choses qui ont été faites, autant sur l'alcool pas grand-chose, quoi. Il y a la loi E20, il y a quand même un certain nombre d'interdictions, de limitations qui ont été prises, pour la conduite notamment. Je crois que Thomas il a une bonne formule. Il dit que quand on parle d'alcool en France, on parle surtout du vin. Je pense qu'il y a une grande question en France qui se pose, c'est est-ce que le vin est un alcool comme les autres, surtout en France. C'est le ministre qui l'a dit d'ailleurs. C'est le ministre. Donc c'est une question qu'on retrouve qu'on retrouve depuis des années. Enfin, c'est une question d'un débat public qui existe depuis des années en France. Et Thomas a, je crois, une bonne formule qui pour dire que culturellement, historiquement, économiquement, d'un point de vue agricole, le vin n'est pas un alcool comme les autres, mais évidemment, au niveau de la santé, le vin est un alcool comme les autres. Et en fait, c'est toute cette question qu'on essaie d'aborder dans le livre sur un chapitre qui est le lobby de l'alcool, et de savoir entre les anti-alcool, donc anti-vin surtout en France, et les pro-alcool qui sont la filière. On essaye un peu de décortiquer tout ça, et c'est une question complexe en fait, que là on a 3 minutes, ça va être un peu compliqué, Et le problème finalement, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est un peu ubuesque, où la ministre de la Santé dit le vin est un alcool comme les autres, et le ministre de l'Agriculture dit le vin n'est pas un alcool comme les autres.
Et au final, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Pas grand-chose au final. Il n'y a pas énormément d'effets derrière. Puis même les études, moi je pensais qu'on pouvait boire 2 verres de vin sans trop de danger. Là aujourd'hui on sait que c'est 0. Enfin la dernière étude c'est 0, sinon danger. On a du mal quand même à se positionner, non? On a du mal à se positionner. Et puis il y a quelques dizaines d'années, on disait qu'un verre de vin c'était bon pour la santé. Je crois qu'aujourd'hui, en 2019, on pourrait plus se permettre ce genre de discours en tout cas. Serge Papin, votre avis? Les lobbies pro, les lobbies anti-alcool, les études... On sait que l'abus, c'est comme tout, je pense. Il faut user de tout et n'abuser de rien. Je pense quand même que prendre un ou deux verres, un verre de vin par jour, ou en tous les cas s'offrir un bon vin de temps en temps, il y a des gens qui sont allés à des âges canoniques et qui prouvent en ayant bu modérément, on va dire, du vin, et ça ne les a pas empêchés de vivre. Vous savez, il y a cette phrase, un jour, Gainsbourg avait demandé à son médecin si j'arrête de fumer, si j'arrête de boire, si j'arrête aussi de voir les femmes, est-ce que ça va m'aider à vivre plus vieux? Et le docteur lui a dit, mais bien sûr, mais ça va vous paraître terriblement long. Alors, il faut aussi se faire plaisir. Je pense que c'est probablement aussi une des conditions de la durée de la vie. C'est pour ça qu'en fait, c'est quasiment une question philosophique, mais qu'on n'aborde jamais sous cet angle-là, en fait. Il faut l'aborder aussi, cet angle-là. C'est un peu le problème, parce que effectivement, les études montrent qu'à partir d'un verre de vin, il y a déjà une petite augmentation du risque de cancer. Après, il y a les addictologues, les médecins qui travaillent dans ces associations. Il n'y a personne qui prône l'abstinence totale pour tout le monde. C'est-à-dire que les recommandations, c'est jusqu'à 2 verres de vin par jour et maximum 10 par semaine à peu près. Il y a un effet, il y a un risque, mais qui est un risque qu'on peut prendre en gros, quoi. Voilà. Victor? Non, mais il y a une grande tendance aujourd'hui sur le mieux-être, le mieux manger avec le bio. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder le mieux boire, même si c'est de l'alcool, donc c'est intrinsèquement mauvais pour la santé. Je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir à cette question du mieux boire. Et dans le livre, on traite la bière artisanale ou le vin nature, qui sont des manières de réfléchir à ça, en fait. Et même si c'est de l'alcool, donc de base mauvais pour la santé, il pourrait avoir une éducation, en tout cas, au mieux boire, peut-être. Si vous buvez de la Romanée Conti, ce qui est très rare et très cher, ça vous reconnecte avec l'esprit des moines de Cîteaux. Donc si vous voyez le vin comme ça, vous voyez, c'est la dimension spirituelle, c'est intéressant. Vous en buvez combien du vin? À quelle fréquence? De quelle façon? Vous? Moi, je bois tous les jours. Tous les jours? Un verre, Ouais. 2 verres? Non, je bois tous les jours. Pas tous les jours, mais quasiment. En fait, c'est intéressant parce qu'en faisant ce livre, finalement, on s'est aussi interrogé sur notre propre consommation, etc. Et à la fois sur la quantité et sur la qualité, quoi. Et je pense qu'en fait, depuis qu'on a écrit ce livre, je pense que je bois pas forcément moins, mais je bois mieux et avec peut-être moins d'excès parfois, quoi. D'accord. Donc, tournée générale, Thomas Pitrel, Victor Legrand, édition Flammarion. Pour en savoir plus, justement, au travers de 10 interviews très intéressantes, on peut arrêter de boire grâce à l'hypnose? Toutes les transitions sont possibles. Bien évidemment, tout ce qui est addiction, on peut supprimer grâce à l'hypnose. Soit l'alcool, la drogue, le jeu ou autre, la gourmandise, les bonbons. Bien sûr, à condition que la personne soit vraiment dans la volonté, la motivation de réussir, d'atteindre ce nouveau résultat. Elle n'en peut plus, elle est victime de ce plaisir, entre guillemets. Et c'est important que la motivation soit supérieure à la zone de confort. Donc évidemment, après on fait un travail sur quelques ou plusieurs séances, suivant les personnes, les cas. Et on peut donc réussir à supprimer totalement une addiction telle que l'alcool. On va faire une petite démo d'hypnose ici, directement dans l'émission. Alors, expliquez-nous. Alors, on va demander à 2 personnes qui ont été bien sûr préparées. On va laisser peut-être le canapé à la jeune demoiselle, Hugo. Hugo va venir ici et on va demander à la demoiselle de s'asseoir sur le canapé. Donc, Hugo et Mélodie qui ont été déjà préparés à l'hypnose. Bien évidemment, on peut voir des choses en télé ou en spectacle où les gens tombent rapidement et souvent, parce qu'en fait, on les prépare à l'avance. Étudiants et étudiants à l'École supérieure de journalisme de Paris. Voilà, donc parmi un panel de personnes volontaires tout à l'heure, on a fait une sélection de personnes qui sont rapidement
suggestible, expressive et capacité de lâcher prise. Alors bien sûr, là, ces deux personnes sont parfaitement conscientes. Hein, on peut leur poser plein de questions. Tout va bien. Mais Tout va bien. voilà, ça va. Ça va super. Et pourtant, elles sont toujours sur l'effet de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais simplement regarder Mélodie et je vais simplement faire un décompte. Et simplement, le fait de faire un décompte, elle commence déjà à sentir que les paupières vont commencer à cligner. Les pupilles se dilatent, je le vois, je le perçois. De mieux en mieux, encore 3. Ça commence à se passer 2, de mieux en mieux. On sent déjà l'état qui commence à approfondir de mieux en mieux. Et 1, dormez profondément. Sommeil profond. Et on plonge en sommeil profond dans un canapé totalement confortable, agréablement. Et même si je m'adresse à d'autres personnes, vous continuez quand même à vous détendre et à vous reposer confortablement. Ici, nous avons donc Hugo. Et simplement, Hugo, il suffit de faire un claquement de doigts pour qu'il puisse plonger instantanément. Mais en gardant la position parfaitement assise confortablement comme cela. Et simplement, sommeil. Et on plonge en sommeil profond de mieux en mieux comme cela. Bien. À présent, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir illustrer les deux sujets précédemment cités. Car la personne qui est là, assise à mes côtés, à qui j'appuie maintenant sur l'épaule droite, c'est uniquement cette personne-là. À présent, maintenant, imaginez-vous dans un endroit, un lieu, un environnement très agréable. Même avec des personnes que vous adorez, que vous admirez, vos amis, des personnes à qui vous aimez faire la fête, par exemple. D'ailleurs, dans ces conditions-là, vous adorez peut-être même trinquer, boire un verre. Et là, maintenant, vous avez, dans la main gauche ou la main droite, la sensation d'avoir maintenant un verre avec un vin, peut-être même un vin nouveau, un vin peut-être avec un certain goût, un certain fruit. Et ce vin aura certaines vertus. À présent, je vous laisse simplement la liberté de laisser porter cette main, ce verre à votre bouche. Et plus vous laissez porter ce bras à la bouche, plus la tête va se redresser. Plus vous allez vous redresser, plus vous allez voir la saveur, l'agréable même sensation de ce vin. À présent, la main se lève avec ce verre. Attention de ne pas le renverser. Et d'ailleurs, ce vin est d'une couleur admirable. Rien que la saveur, l'odeur commence déjà à monter. Et même quelqu'un qui n'aimerait pas le vin aurait qu'une envie, c'est de pouvoir goûter ce vin. À présent, ce vin, vous le buvez. Vous le sentez, vous le buvez. Et à présent, maintenant, vous avez vu comme un verre de vin. Un verre de vin. 2 verres de vin. 3, 4, 5, 6. Une bouteille de vin. 2. Et le bras retombe. Et 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles de vin, 6 bouteilles de vin. Bien sûr, sans être malade. Mais vous avez en vous maintenant tous les effets d'un état après avoir bu 6 bouteilles de vin. Et vous allez argumenter corps et âme toutes les bonnes vertus de ce vin qui peut être bio, qui est peut-être même purement agricole, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, un bon vin dans certaines régions. Et plus vous allez essayer de parler, plus vous allez certainement peut-être hésiter, bégayer, chercher vos mots. Et plus vous chercherez à parler, plus vous chercherez à argumenter. Mais plus vous allez chercher à argumenter et à défendre corps et âme ce vin, plus vous allez chercher vos mots. La personne à qui on touche maintenant l'épaule droite. Et uniquement la personne à qui on touche l'épaule droite maintenant. À présent, ressentez en vous toutes les capacités, les compétences que vous avez à défendre un sujet que vous pouvez connaître, à savoir tout ce que vous avez pu apprendre. Telle une jeune fille déterminée, une jeune femme motivée. D'ailleurs, c'est ce qui vous fait maintenant devenir, parce qu'on vous touche l'épaule droite, une femme d'affaires, une working girl. Et vous allez défendre, vous, corps et âme, tous les bénéfices, les coûts que vous pouvez faire pour votre grande entreprise. Bien sûr, vous avez peut-être un certain accent d'une femme d'affaires américaine, avec un chewing-gum dans la bouche. Et vous aurez toujours le besoin, le réflexe, l'obsession de vous recoiffer, de vous tenir bien droite, de voir si tout va bien. Vous regarderez peut-être le contrôle image et vous chercherez à argumenter toujours les bénéfices d'une grosse entreprise, peu importe. Et même si une personne vient vous contredire, vous chercherez à défendre votre cas. Tant qu'à vous, vous adorez le bon vin, mais vous adorez surtout l'acheter à bon prix. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. Et même si vous rappelez que c'est une suggestion hypnotique, ce sera plus fort que vous de défendre cette personnalité qui est en vous maintenant. Bien sûr, dès que vous entendez le mot sommeil, au son de ma voix, vous replongez instantanément dans ce même état. 1, 2, 3, vous êtes réveillé maintenant. Alors maintenant, on peut leur poser bien sûr toutes les questions que vous voulez. Comment ça va, Mélodie? Je me sens très bien, merci. Je voulais d'ailleurs vous parler de ma société Crédit Agricole, juste à côté, et vraiment vous dire que c'est la meilleure qui soit. Elle est incroyable, et je vous conseille d'ailleurs, monsieur Jean-Paul, d'y aller tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez du Crédit Agricole? Alors, moi, je suis pas client là-bas. Je sais plus à quel moment je suis, moi. Mais par contre, ce bouquin, il a l'air bien. Comment s'appelle ce bouquin? Il est super. Tournée générale. Et à chaque fois que vous allez lire
le mot tournée générale, c'est comme vous aurez le besoin de vous lever et de crier tournée générale en tournant autour du tabouret et après de se rasseoir. Et à chaque fois que vous allez lire ou voir ce livre, vous aurez le besoin de vous lever, de crier tournée générale, de tourner autour du tabouret et de venir vous rasseoir. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Moi, dans la vie, je suis étudiant. Et alors là, je suis au salon de l'agriculture et on a été déguster du pinard. D'accord, très bien. Un pinard que vous avez pu voir peut-être décrit dans ce livre-là? Ouais, ah oui, je vois qu'il y a des... D'accord. Monsieur Hugo, pourquoi vous n'êtes toujours pas à la Société Agricole? Je suis désolée, mais vous attendez quoi pour y aller au lieu de boire comme ça tout le temps? Allez vous informer non, en fait. Ah non, c'est pas ça, c'est que je crois que je suis à la Société Générale ou ce truc. Et que. Il faut aller au Crédit Agricole, c'est la meilleure, vraiment. Vous allez voir, vos bénéfices, ça va être de malade. J'ai pas Vraiment. envie, moi. Mais si, je veux que vous y alliez en fait. Alors, Venez avec moi si vous voulez, je vous emmène. Mais qu'on y aille maintenant? Ah bah oui. Enfin, après. Défendez le vin que vous consommez. Ah, le vin que j'ai bu. Elle avait une belle robe, très belle, un beau parfum. À quel prix vous avez vu cette bouteille? Je l'ai eu. Alors, moi, j'aime pas acheter de la piquette. Voilà, villageois, tout ça, c'est pas. Voilà. Mais c'était dans les 52, je crois, euros. 52 centimes. 52 centimes. 50. C'était pas si cher en soi, mais. Enfin, c'est de l'argent que vous auriez pu mettre ailleurs aussi. 52 centimes la bouteille de pinard, madame. Vous auriez pu la mettre ailleurs. Expliquez comment vous auriez pu la vendre à 52 € la bouteille. Parce que pour vous, 50 centimes, c'est inadmissible. Il faut faire des profits. Il faut faire des profits, tout à fait. 52 € la bouteille, vous aurez du bon vin, du vrai vin, un vin de qualité d'exception qui vous rendra euphorique. Non, mais là, vous tuez l'agriculture viticole. Enfin, je suis désolé, c'est là, on ne met pas. Monsieur, je suis désolé, 52 € donc, la bouteille. Donc, de il faut 20 vin. 000 balles par mois pour acheter du vin. Mais je suis désolée, il faut participer à la société française. Un bon produit au prix, exactement. Tout à fait, je n'aurais pas dit mieux. Est-ce qu'ils ont peut-être des questions à leur poser à nos amis? Vous avez peut-être Qui des souhaite questions poser une question sur le vin, par exemple? Comment vous avez trouvé ce livre, Tournée Générale? La tournée. Tu l'as pas lu? Alors, je n'ai pas lu, mais j'ai goûté. Et pas dégueu. Pas et à 3, vous êtes totalement réveillé dans un bel état. 1, 2, 3. Comment vous sentez-vous? J'ai la gorge sèche. Tenez, maintenant, c'est comme si vous buvez un verre d'eau, 2 verres d'eau, 3 verres d'eau, une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau. Maintenant, vous avez totalement retrouvé votre sobriété et la gorge devient totalement, de plus en plus, totalement agréable. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Parfait, très bien. Et là, maintenant, je claque les doigts à 3 et à 3, vous retrouvez totalement votre état naturel. Mélodie. 1, 2, 3. Parfait. Donc on voit maintenant le changement de posture, le conscient commence à revenir et voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que vous arrivez à substituer des images. C'est-à-dire les prénoms, par exemple, vous êtes capable Tout à fait. de substituer. Rappelez à notre ami comment vous appelez. Je m'appelle Hugo. Je reprends le prénom maintenant. Enchanté. Essayez de vous rappeler comment vous appelez. Et vous vous appelez? Mélodie. Et je reprends le prénom maintenant. Et ce prénom-là, je le mets ici. Et ce prénom-là, je le mets là. Donc, vous savez, donc, ces deux personnes ont écrit ce livre. Présentez-vous à eux. Je suis étudiant en journalisme. Et votre prénom, c'est? Mais non. Je sais que c'est pas possible. C'est pas. Quel est votre prénom? Mélodie. Mélodie, enchanté Mélodie. Et d'ailleurs, non seulement vous avez le prénom Mélodie, mais maintenant, vous vous comportez comme Mélodie. Maintenant, sommeil profond. Maintenant, vous êtes une jeune fille, sommeil de mieux en mieux encore. Vous êtes maintenant une jeune femme, une jeune fille. Vous vous appelez Mélodie. Et vous vous comportez comme une jeune femme élégante et vous avez les manières d'une jeune femme. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. 1, 2, 3. Bonsoir, vous connaissez cette personne là-bas? Bien sûr. Elle s'appelle comment? C'est Hugo. Oui. Vous connaissez Hugo? Bien sûr, on travaille tous les deux à TVA Gris. Sommeil. Et maintenant, vous êtes également... Vous êtes Hugo. Et vous vous comportez comme Hugo. À 3, vous êtes réveillé dans cet état. 1, 2, 3.
Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos amis, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Hugo. Je suis étudiant en journalisme et je suis plutôt quelqu'un de gauche. Je revendique de nombreuses idées de gauche. Et on va prendre des choses en sur fait, Hugo. je peux vous dire beaucoup de choses. Je suis étudiant sur Fréquence ESJ. J'ai des chroniques toutes les semaines sur des chroniques d'histoire où vraiment je suis à fond tout le temps. Et qu'est-ce que... Il dit la vérité. C'est qu'il a. Non, effectivement, il travaille sur une radio. Et enfin, c'est la radio sur laquelle je vais travailler aussi, Fréquence ESJ, avec qui on est en partenariat avec TVA Gris d'ailleurs. Et j'ai compté à 3. À 3, Jean-Paul va taper des mains. Et en tapant des mains, les deux personnalités vont retrouver leur place initiale. 1, 2, 3. Et on retrouve sa personnalité. Vous êtes? Mélodie. On va pas taper assez fort. En tapant des mains, les deux personnalités vont retrouver leur place initiale. Maintenant. Voilà. Parfait, très bien. On peut les applaudir bien fort. Hein. Oui, merci à eux. Merci à vous. Ça va? Bien? C'était comment? En fait, je commence à avoir l'habitude. Ça fait au moins la 4e fois de la semaine. Donc, mais ça fait toujours aussi bizarre. Ça fait un peu des frissons. Et on sent vraiment une énergie quand Cyril Arnaud nous parle. Et c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous avez été contente d'avoir vécu cette expérience? Oui, à chaque fois, voilà. Ça nous fait toujours un peu peur au début. Parce que souvent, des personnes extérieures pourraient penser que tel effet pourrait être indésirable, mais il n'y a qu'une personne qui est concernée, c'est celle qui vit l'effet. Et le fait de vivre ces expériences-là montre vraiment qu'elle peut avoir une capacité à lâcher prise et à vivre des choses vraiment dans leur imaginaire. Hugo, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Après, c'est un exercice éprouvant, malgré tout. Pour le corps. Moi, c'est effectivement comme Mélodie, c'est pas la première fois que je le fais. Déjà l'année dernière, on l'avait fait ensemble. Mais c'est vrai qu'on a l'impression en fait de se voir la 3e personne et vraiment d'être dépossédé de nos moyens. Et sur le moment, les actions, on s'en rend pas compte en soi. Mais par exemple là, je me souviens que vous m'avez fait croire que j'étais Mélodie, par exemple. Et donc, vous me l'avez remis comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a eu un effet de l'hélium et l'hélium, j'ai gardé dans ma poche. Donc voilà. C'était juste une petite private joke entre nous. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre participation. Oui, merci beaucoup. On les applaudit à nouveau. Et puis Victor, vous savez que Victor a fait le SJ? Ouais, j'ai fait le SJ, ouais. C'était moins perturbant peut-être à cette époque. Ouais, je me faisais moins hypnotiser tous les ans au salon de l'agriculture, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et Fréquence ESJ, la radio, le média de l'ESJ, ça existait? C'est une bonne question. Je crois que ça existait, mais j'y ai pas participé. Ah, c'est pas voilà. Tout le monde ça existe depuis un peu plus de 12 ans. Maintenant. Ah ouais, donc j'étais là. Ah oui. Enfin, j'étais là. Mais j'étais de passage, quoi. On n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Comment? On n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. D'accord, je croyais que tu parlais de moi. J'ai eu peur. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de vous être prêtés à ce jeu. Merci à vous, Thomas et Victor Legrand. Donc Thomas Pitrel et Victor Legrand pour ce livre Tournée Générale aux éditions Flammarion. Et puis merci Serge Papin d'être venu parler un peu de cette loi alimentation dont on a beaucoup parlé cette semaine. Et puis merci Cyril pour l'hypnose. Merci Jean-Paul de m'avoir invité. Et merci à vous.